Imaginez un simple village de bergers et de bandits qui devient la plus grande puissance que le monde ait jamais connue. Mais ce que l'histoire ne vous dit pas, c'est que Rome nourrissait un secret si sombre que même ses empereurs ont tenté de l'effacer. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas la décadence qui a causé sa chute, c'est exactement ce qui l'a rendu invincible pendant 1000 ans. L'histoire de Rome commence, selon la mythologie, dans un contexte de drame et de destin tragique. Deux jumeaux, Romulus et Remus, sont les protagonistes de cette légende fondatrice qui imprègne profondément l'identité romaine. Selon le mythe, ils sont les fils de Mars, le dieu de la guerre, et de Rhea Silvia, une Vestale et descendante d'Énée, un héros troyen. Leur naissance, divine et marquée par la guerre, symbolise d'emblée le caractère ambitieux et martial de la future Rome. Rhea Silvia, fille du roi Numitor d'Alba Longa, est contrainte de devenir Vestale, ce qui signifie qu'elle doit faire vœu de virginité. Cependant, elle est violée par Mars, ce qui conduit à la naissance des jumeaux. Le frère de Rhea, Amulius, l'usurpateur du trône, découvre la naissance des enfants et, pour les empêcher de devenir une menace pour son pouvoir, ordonne qu'ils soient jetés dans le Tibre. Mais, selon le destin, les jumeaux sont miraculeusement sauvés. Le fleuve les porte jusqu'à la rive, où une louve, symbole de force et de protection, les trouve et les allaite dans la célèbre grotte du Lupercal. Cet acte de la nature, où les enfants sont nourris et protégés par une bête sauvage, évoque la relation intime entre les Romains et leur territoire souvent rude et imprévisible. Les jumeaux sont finalement recueillis par un berger nommé Faustulus, qui, avec sa femme Acca Larentia, les élève. Lorsqu'ils grandissent, Romulus et Remus découvrent leur véritable origine et, indignés par la tyrannie d'Amulius, prennent les armes pour renverser son règne. Après avoir tué Amulius, ils rendent le trône d'Alba Longa à Numitor. C'est là que commence l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire romaine, la fondation de Rome. Les deux frères décident de fonder une nouvelle ville près du Palatin, une colline stratégique de la région. Cependant, un conflit éclate entre eux au sujet du site exact de la fondation et de la manière dont le pouvoir doit être exercé. Romulus, plus déterminé et ambitieux, tue son frère Remus dans un accès de colère. Selon une version de l'histoire, Remus aurait franchi une ligne symbolique tracée par Romulus, défiant ainsi son autorité. Par conséquent, Romulus devient le seul fondateur de Rome. Cette légende symbolise non seulement la naissance de Rome, mais aussi son caractère impitoyable et sa capacité à s'imposer dans un monde incertain. Le meurtre de Remus, bien que tragique, marque la naissance d'un empire destiné à dominer le monde méditerranéen. Une fois fondée, Rome commence son évolution d'un simple village à une ville puissante. Le Palatin, où Romulus établit son camp, devient le cœur de la future cité. Ce site stratégique, avec une vue imprenable sur la vallée du Tibre, permet de surveiller facilement les mouvements ennemis et de contrôler les routes commerciales. Le développement de Rome en tant que ville commence dès ses premiers jours, mais il ne se fait pas sans difficulté. Au départ, les habitants de Rome sont peu nombreux et se composent principalement de bandits, d'exilés et de personnes rejetées par les autres villes. C'est une population vivant en marge, mais unie par un fort esprit communautaire, marqué par un sens de la survie et une identité collective grandissante. Romulus et ses successeurs exploitent cette diversité pour consolider leur pouvoir et jeter les bases d'une civilisation qui deviendra un modèle pour l'Antiquité. Rome est, au départ, une petite ville, avec une population composée majoritairement d'hommes seuls et sans femmes. Cette situation crée un défi démographique pour Romulus, qui souhaite rapidement augmenter la population de la ville. Pour y parvenir, il organise une grande fête sur le Capitole, invitant les peuples voisins. Parmi les invités, les Sabins viennent en grand nombre. Cependant, pendant la fête, Romulus et ses hommes capturent les femmes sabines lors d'un raid. Cet événement est connu sous le nom de l'enlèvement des Sabines. Cet acte audacieux, qui semble à la fois impitoyable et stratégique, permet à Rome de résoudre ses problèmes démographiques tout en établissant des liens complexes et conflictuels avec ses voisins. Le mariage forcé des femmes sabines avec les Romains est un acte fondateur de la société romaine. Les Sabins, après une période de guerre et de réconciliation, finissent par s'unir aux Romains, et Rome se renforce par l'intégration de cette nouvelle population. L'enlèvement des Sabines devient le symbole de la fusion des peuples et de la création d'une nation forte et unie, capable de dépasser ses origines modestes pour se construire un grand avenir.
Au fur et à mesure que la ville s'agrandit, Rome commence à se structurer politiquement. Les premières institutions publiques sont créées, notamment une assemblée populaire et un système de magistrats. Le rôle de Romulus en tant que premier roi de Rome est crucial, car il établit un certain nombre de lois fondamentales. Le cursus honorum, la hiérarchie des charges publiques romaines, trouve ses racines à cette époque. Romulus, en tant que roi, est à la fois un chef militaire et religieux, symbolisant la double nature du pouvoir romain. Après Romulus, plusieurs autres rois ont gouverné Rome, chacun jouant un rôle crucial dans le développement politique, social et militaire de la ville. Numa est souvent considéré comme le roi pacifique. Il est réputé pour avoir fondé les bases de la religion romaine, en créant les premiers rites et temples. Numa est également à l'origine de la division du temps en mois et de la mise en place du calendrier romain. Il introduit également un système de lois, de même que des structures administratives pour gouverner la ville. Son règne symbolise la transition de Rome d'une cité guerrière à une cité civilisée, dotée d'une organisation religieuse et civile solide. Tullus est un roi de guerre qui renforce la puissance militaire de Rome. Il mène plusieurs campagnes victorieuses, notamment contre les Albains, et il est responsable de la destruction d'Albe la Longue, la ville rivale de Rome. Tullus introduit de nouvelles structures militaires et des réformes pour soutenir l'expansion territoriale de Rome. Il permet à Rome d'acquérir une position dominante dans la région du Latium. Ancus Marcius, le quatrième roi de Rome, continue l'expansion de la ville. Il fonde la ville d'Ostie, le port de Rome, et établit des liens commerciaux cruciaux avec la mer. Son règne voit aussi l'introduction de nouveaux groupes sociaux dans la cité, contribuant à la diversification de la population romaine. Tarquin, un roi étranger d'origine étrusque, marque un tournant dans l'histoire de Rome par son règne. Il initie de nombreuses réformes urbanistiques et construit des infrastructures majeures comme le temple de Jupiter Capitolin et les premiers égouts de la ville. Sous son règne, les Romains expérimentent les premiers signes de centralisation du pouvoir avec une hiérarchie plus marquée et un contrôle accru des citoyens. Servius Tullius est un roi visionnaire. Il réforme le système militaire et civique de Rome, créant une nouvelle organisation sociale et politique basée sur les classes censitaires, où le pouvoir politique est attribué en fonction de la richesse et de l'engagement militaire. Il ordonne également des réformes urbaines et étend les murs de Rome. Son influence est décisive dans le processus de constitution des bases politiques de la future République romaine. Tarquin le Superbe est tristement célèbre pour sa tyrannie, et son règne marque la fin de la monarchie à Rome. Son pouvoir absolu et son caractère cruel provoquent une révolte populaire menée par Lucius Junius Brutus, qui conduit à l'exil de Tarquin et à l'instauration de la République romaine. Le passage de la monarchie à la République devient un événement fondateur de l'histoire romaine, symbolisant le rejet de l'absolutisme et la naissance d'un nouveau modèle politique. Chapitre 2. L'âge de la République romaine, qui s'étend de 509 avant Jésus-Christ à 27 avancé, constitue une période charnière de l'histoire romaine. Ce fut un temps d'expansion, de conflits internes, de grandes victoires militaires et d'un développement politique sans précédent. Cet âge, bien que marqué par des succès éclatants, a également été le théâtre de tensions internes et de luttes pour le pouvoir. Des dynamiques qui finiront par mener à l'effondrement de la République et à l'avènement de l'Empire. Expansion territoriale, les guerres puniques contre Carthage. L'une des périodes les plus marquantes de la République romaine est l'expansion territoriale. Les Romains, initialement concentrés sur le contrôle de la péninsule italienne, ont commencé à s'étendre bien au-delà grâce à une série de conflits militaires majeurs, dont les guerres puniques contre Carthage. Ces guerres, qui se sont déroulées entre 264 et 146 avant Jésus-Christ, furent parmi les conflits les plus importants de l'Antiquité et ont marqué la montée en puissance de Rome en tant que superpuissance méditerranéenne. La première guerre punique, de 264 à 241 avant Jésus-Christ. Le déclenchement de la première guerre punique trouve son origine dans la rivalité entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Sicile, un carrefour stratégique de la Méditerranée occidentale. Carthage, une puissante cité marchande située en Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie,
contrôlait une grande partie des côtes méditerranéennes et disposait d'une flotte redoutable. Rome, en pleine expansion en Italie, voit l'opportunité de renforcer son influence dans cette région. L'issue de la guerre dépend en grande partie de la guerre navale, un domaine dans lequel Carthage possède un net avantage. Cependant, Rome, qui ne disposait initialement que de peu de navires, parvient à surmonter cet handicap en construisant une flotte rapide et manœuvrable, inspirée des navires ennemis capturés. La victoire romaine à la bataille de Mylae en 260 avant Jésus-Christ marque un tournant et Rome prend finalement le contrôle de la Sicile, la première province romaine à l'extérieur de la péninsule italienne. Cette guerre coûte très cher à Carthage, qui perd non seulement son contrôle sur la Sicile, mais aussi une partie importante de sa puissance militaire et économique. Cependant, Rome est désormais engagée dans un conflit à long terme et commence à se préparer pour des confrontations futures. La deuxième guerre punique, de 218 à 201 avant Jésus-Christ. La deuxième guerre punique est sans doute la plus célèbre des guerres puniques, notamment en raison de l'exploit de Hannibal, le général carthaginois. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal, après avoir subi une série de revers diplomatiques à Carthage, décide de mener une campagne audacieuse en traversant les Alpes avec son armée et ses célèbres éléphants pour attaquer directement Rome. Cette attaque est un choc retentissant pour Rome, et pendant plusieurs années, Hannibal inflige de lourdes défaites à l'armée romaine, comme lors de la bataille de Cannae en 216 avant Jésus-Christ, où près de 70 000 soldats romains sont tués. Cependant, malgré ces victoires écrasantes, Hannibal ne parvient pas à prendre Rome. La résilience de Rome et son habileté à lever de nouvelles armées, couplées à la stratégie de Fabius Maximus, surnommé le dictateur Cunctator, le temporiseur, qui adopte une stratégie de harcèlement plutôt que d'affrontement direct, permettent à Rome de tenir bon. C'est finalement Scipion l'Africain, un général romain brillant, qui mène la guerre en Afrique et bat Hannibal à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ. Cette victoire met fin à la guerre et marque la domination totale de Rome sur l'Afrique du Nord, tandis que Carthage est réduite à un statut de puissance secondaire, obligée de se désarmer et de payer d'énormes indemnités de guerre. La troisième guerre punique, 149-146 avant Jésus-Christ. La troisième guerre punique est plus brève, mais elle scelle définitivement le destin de Carthage. Après la défaite de la deuxième guerre punique, Carthage reste une menace latente pour Rome, et ses tentatives de se reconstruire sont perçues comme une menace. En 149 avant Jésus-Christ, les Romains décident de détruire Carthage une fois pour toutes. Après 3 ans de siège, la ville est rasée, et ses habitants sont soit tués, soit réduits en esclavage. Carthage cesse d'exister, et le territoire devient une nouvelle province romaine. Ce dernier acte de la guerre des Puniques symbolise la toute-puissance de Rome en Méditerranée et marque le début de son contrôle absolu sur les côtes africaines et le commerce méditerranéen. Ces guerres ont non seulement élargi le territoire romain, mais ont aussi conduit à une transformation profonde de la société romaine, notamment par l'augmentation des richesses et des esclaves, ce qui va alimenter des tensions internes. Grands personnages, Scipion et Cicéron. Scipion l'Africain. L'un des plus grands héros de l'Antiquité, Scipion l'Africain, est central dans la deuxième guerre punique. Né dans une famille patricienne, Scipion se distingue par son sens stratégique et sa capacité à inspirer ses troupes. Après une série de succès en Espagne, il est nommé commandant en chef des forces romaines en Afrique. Son génie militaire se manifeste pleinement lors de la bataille de Zama, où il inflige la défaite décisive à Hannibal. Après cette victoire, Scipion reçoit le surnom de l'Africain, et Rome le célèbre comme l'un de ses plus grands généraux. Sa victoire permet à Rome de prendre le contrôle de Carthage et de devenir la principale puissance méditerranéenne. Cependant, Scipion, malgré ses triomphes, est confronté à des problèmes politiques internes. Après sa carrière militaire, il se retire de la vie publique en raison des attaques politiques et de la jalousie de ses rivaux. Son histoire illustre non seulement les prouesses militaires de Rome, mais aussi la complexité de sa politique interne, où les personnalités et les ambitions rivalisent souvent pour le pouvoir. Cicéron. Un autre personnage essentiel de la République romaine est Cicéron, le plus grand orateur et homme politique de son époque. Né en 106 avant Jésus-Christ, Cicéron incarne la figure du homo novus, c'est-à-dire d'un homme d'origine modeste qui accède à la plus haute magistrature de Rome. Grâce à son éloquence et à sa capacité à manipuler les affaires politiques, il devient consul en 63 avant Jésus-Christ, où il se distingue par sa lutte contre Catilina,
un sénateur accusé de comploter pour renverser la République. Les discours de Cicéron, en particulier ceux qu'il prononce contre Catilina, sont des exemples frappants de sa maîtrise de la rhétorique et de sa capacité à mobiliser le peuple romain contre des menaces internes. Cependant, son influence politique est constamment menacée par des figures puissantes, comme Pompée, César et Crassus, avec lesquels il s'engage dans des alliances, mais sans jamais avoir une emprise totale sur le pouvoir. Sa vie politique prend une tournure tragique lors des guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ. Après la montée en puissance de Jules César, Cicéron se trouve de plus en plus isolé. Son opposition à la dictature de César, bien que modérée, lui coûte cher. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cicéron devient l'une des cibles de Marc-Antoine, un des héritiers politiques de César. En 43 avant Jésus-Christ, il est tué par les partisans de Marc-Antoine, mettant fin à une carrière de lutte pour la préservation de la République. Structure politique républicaine. La structure politique de la République romaine est l'une des plus fascinantes de l'Antiquité, car elle combine des éléments de démocratie et d'oligarchie. En théorie, tous les citoyens romains ont droit à une part du pouvoir, mais en pratique, le contrôle est souvent entre les mains de l'aristocratie et des grandes familles. La République romaine repose sur un système de magistrature complexe, dont le consulat est la fonction la plus prestigieuse. Les consuls sont élus chaque année, et il y en a toujours 2, afin d'éviter toute concentration de pouvoir. Les consuls ont un pouvoir exécutif, militaire et judiciaire, mais ils sont également contrôlés par les assemblées populaires et les sénateurs. Le Sénat est l'organe principal de décision de Rome, composé principalement de patriciens, les membres des familles aristocratiques. Le Sénat joue un rôle prépondérant dans la politique extérieure, notamment dans la gestion des guerres et des alliances. Cependant, son pouvoir est limité par les assemblées populaires, dans lesquelles les citoyens peuvent voter sur des lois importantes. Les tribuns de la plèbe, élus par les plébéiens, les classes populaires, sont des figures cruciales dans la défense des droits du peuple, et leur pouvoir de veto sur les décisions du Sénat est une caractéristique fondamentale de la République. Un autre élément clé de la République est la pratique du cursus honorum, un système de carrière politique qui permet à chaque citoyen d'accéder à différents niveaux de pouvoir en fonction de ses actions et de sa réputation. Le système républicain romain, tout en étant conçu pour éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu, finit par devenir plus instable au fil des siècles, en particulier avec l'émergence de figures comme César et Pompée, qui accumulent à la fois des pouvoirs militaires, politiques et personnels. Si cette plongée dans l'histoire romaine vous passionne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos futurs documentaires épiques. Et laissez un pouce bleu pour soutenir le travail de recherche derrière cette vidéo. Chapitre 3. L'avènement de l'Empire. L'avènement de l'Empire romain est l'une des étapes les plus décisives de l'histoire de Rome. Ce chapitre de l'histoire romaine, qui s'étend de la fin de la République à la consolidation du pouvoir impérial sous Auguste, est marqué par des luttes internes, des guerres civiles, des réformes politiques et une transformation radicale de la société romaine. Ce fut un processus progressif, mais tumultueux, que de la République, régie par des principes d'équilibre et de contrôle collectif, Rome se transforme en un empire dirigé par un seul homme, l'empereur. 2 figures majeures, Jules César et Auguste, seront les moteurs de cette transformation. Leur montée en puissance, leurs victoires militaires, leurs réformes et leurs héritages sont au cœur de ce tournant historique. La montée de Jules César, ses victoires et son assassinat. L'ascension de César. L'histoire de Jules César est celle d'un homme qui, par son ambition et ses talents exceptionnels, a su dominer la scène politique et militaire de son époque. Né en 100 avant Jésus-Christ, César était issu d'une famille patricienne, mais il n'avait pas, à première vue, les ressources pour se mesurer aux grandes familles aristocratiques de Rome. Cependant, grâce à ses compétences en tant que général, orateur et stratège politique, il gravit rapidement les échelons du pouvoir. Sa carrière commence à se distinguer grâce à ses campagnes militaires, mais surtout à travers des alliances stratégiques. En 60 avant Jésus-Christ, il forme le premier triumvirat, une alliance politique avec Pompée, l'un des plus grands généraux de l'époque, et Crassus, le plus riche homme de Rome. Cette alliance permet à César de renforcer sa position et de briguer le consulat en 59 avant Jésus-Christ. Après avoir obtenu ce poste, César met en œuvre plusieurs réformes qui favorisent ses alliés et accroissent sa popularité.
tout en consolidant son pouvoir. Cependant, le triumvirat se fissure avec le temps. Après la mort de Crassus en 53 avant Jésus-Christ, la rivalité entre César et Pompée devient de plus en plus évidente. Pompée, devenu le favori du Sénat, s'oppose à César, ce qui mène à une guerre civile ouverte. Les victoires militaires de César. César se distingue particulièrement dans les guerres des Gaules, une série de campagnes menées entre 58 et 50 avant Jésus-Christ qui permettent à Rome d'étendre considérablement son territoire. Les commentaires sur la guerre des Gaules, rédigés par César lui-même, décrivent en détail ses campagnes militaires. César parvient à soumettre les tribus gauloises et à étendre la domination romaine sur une vaste région allant de l'actuelle France à la Belgique, au Luxembourg et au nord de l'Italie. Sa victoire la plus décisive est la bataille d'Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, où il inflige une défaite décisive à Vercingétorix, le chef gaulois. Ces victoires militaires lui confèrent une popularité immense parmi ses soldats et la plèbe. Mais cela inquiète les élites romaines, qui redoutent l'ambition démesurée de César. En 49 avant Jésus-Christ, face à l'opposition du Sénat, César franchit le Rubicon, un acte symbolique marquant la rupture avec Rome et le début de la guerre civile. Sa célèbre phrase « Le sort en est jeté » résume ce moment historique où César choisit de ne pas se soumettre aux autorités de la République. L'assassinat de César. Après avoir vaincu Pompée à la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ, César devient le maître incontesté de Rome. Mais sa concentration du pouvoir suscite de plus en plus de tensions. De nombreux sénateurs, redoutant que César ne devienne un tyran et qu'il mette fin à la République, complotent contre lui. Le 15 mars 44, avant Jésus-Christ, le jour des Ides de Mars, César est assassiné par un groupe de sénateurs menés par Brutus et Cassius, des anciens alliés de César. La mort de César plonge Rome dans une nouvelle période de chaos, mais elle marque également la fin de la République. Bien que César n'ait jamais porté le titre d'empereur, son assassinat symbolise la fin d'un régime républicain et ouvre la voie à un nouveau modèle de gouvernement. La transition vers l'Empire romain commence véritablement après cet événement tragique, car ses héritiers cherchent à maintenir et à développer son pouvoir. Auguste, le premier empereur, consolidation du pouvoir impérial, la guerre civile et la victoire d'Octavien. Après l'assassinat de César, la République romaine est plongée dans une guerre civile entre ses partisans et ceux qui s'opposent à l'idée de la monarchie. L'un des héritiers de César est Octavien, son neveu et fils adoptif. Octavien, qui prend le nom d'Auguste après sa victoire, est un homme d'une grande intelligence politique et stratégique. La lutte pour le pouvoir entre Octavien et ses rivaux, notamment Marc-Antoine, un autre partisan de César, et Lépide, constitue une autre guerre civile qui dure de 44 à 31 avant Jésus-Christ. Après plusieurs années de conflits et d'alliances fragiles, la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, marque un tournant décisif. Octavien défait la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre à Actium, ce qui lui permet de prendre le contrôle total de l'Empire romain. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident, laissant Octavien seul à la tête de Rome. La consolidation du pouvoir impérial. Après sa victoire, Octave prend des mesures pour consolider son pouvoir et mettre en place un système de gouvernance qui mêle les apparences de la République avec le pouvoir absolu de l'empereur. En 27 avant Jésus-Christ, il reçoit le titre d'Auguste, signifiant le vénéré ou le majestueux, et il devient le premier empereur de Rome. Bien que le Sénat lui accorde des pouvoirs étendus, Octave prend soin de maintenir l'illusion d'un gouvernement républicain en renonçant officiellement à toute ambition de monarchie et en faisant semblant de rendre son pouvoir au Sénat et au peuple romain. Ce système, appelé le principe, marque la naissance de l'Empire romain sous une forme camouflée. Le régime impérial d'Auguste repose sur deux grands piliers, l'autorité militaire et l'autorité religieuse. Il devient à la fois le princeps, ou premier citoyen, et le pontife suprême, responsable des cultes religieux. Il contrôle l'armée sans pour autant abroger les traditions républicaines des magistratures. En tant qu'empereur, il manipule habilement les symboles de la République tout en exerçant un pouvoir absolu. Les réformes d'Auguste touchent tous les aspects de la société romaine. Il met en place des réformes fiscales et administratives qui permettent à l'Empire de mieux gérer ses provinces et ses ressources. Il réorganise l'armée romaine en réduisant la taille des légions, mais en leur offrant une solde régulière, assurant ainsi leur loyauté à l'empereur.
il met en place un système de cité-État où les dirigeants locaux sont responsables devant lui et crée un réseau d'administrateurs impériaux pour gouverner de manière plus centralisée. Sous Auguste, Rome connaît des réformes importantes qui modifient radicalement la structure de la société romaine. L'une des premières réformes majeures est la réorganisation du système de provinces. Le contrôle des provinces est centralisé, et les gouverneurs sont directement nommés par l'empereur, ce qui permet d'assurer une gestion plus uniforme et plus centralisée. Cela permet de réduire les abus de pouvoir des anciens aristocrates républicains et de garantir la fidélité des provinces à Rome. Sur le plan social, Auguste promulgue des lois pour encourager la procréation et renforcer la famille romaine. Les lois Juliae, loi sur le mariage et l'adultère, visent à augmenter le nombre de citoyens romains et à encourager le mariage parmi les classes supérieures. Ces réformes sont un moyen pour l'empereur de restaurer les valeurs romaines traditionnelles, mais elles marquent également un contrôle croissant de l'État sur la vie privée des citoyens. Les réformes religieuses d'Auguste sont également fondamentales. Il restaure et renforce les cultes traditionnels romains, tout en introduisant de nouvelles pratiques qui relient la religion et le pouvoir impérial. En se faisant pontife suprême, il se place en tant que chef spirituel de la Rome antique, affirmant ainsi la divinité de l'État romain et de l'empereur lui-même. Ce culte impérial, qui prend racine sous Auguste, devient une pierre angulaire de la politique romaine pendant des siècles. Chapitre 4. L'âge d'or de l'Empire. L'âge d'or de l'Empire romain, également connu sous le nom de Pax Romana, est l'une des périodes les plus emblématiques et admirées de l'histoire de Rome. Ce chapitre explore les siècles où Rome, sous la direction de ses empereurs, a non seulement atteint une stabilité sans précédent, mais a également connu une prospérité économique, sociale et culturelle. C'était une époque où les frontières de l'Empire s'étendaient à leur maximum, où des réformes politiques et sociales significatives furent mises en place, et où les réalisations architecturales et technologiques atteignaient des sommets inégalés. La Pax Romana s'étend généralement de 27 avant Jésus-Christ, l'accession au pouvoir d'Auguste à 180 après Jésus-Christ, la mort de Marc Aurèle, une période durant laquelle Rome a connu la paix, la prospérité et un développement impressionnant sous le gouvernement de certains des empereurs les plus célèbres. Parmi eux, Trajan, Hadrien et Marc Aurèle occupent une place particulière, ayant chacun laissé un héritage profond tant sur le plan militaire et politique que culturel et philosophique. Pax Romana, une période de paix et de prospérité. La Pax Romana est le terme utilisé pour désigner cette ère de relative paix et de stabilité qui s'étend sur environ 2 siècles, de 27 avant Jésus-Christ à 180 après Jésus-Christ. Elle est souvent décrite comme un âge d'or, dans lequel Rome a non seulement consolidé sa domination sur le monde méditerranéen, mais a également profité d'une longue période de tranquillité interne. Cette époque de paix est largement le fruit de la politique d'Auguste, le premier empereur romain, qui réussit à instaurer un régime stable après des siècles de guerre civile. La Pax Romana n'était pas une paix absolue, mais plutôt une stabilité qui a permis à l'Empire de prospérer. Les grandes révoltes internes, comme celles des esclaves ou des provinces éloignées, furent relativement rares. Le pouvoir impérial centralisé et le contrôle militaire strict ont permis de maintenir l'ordre, tout en assurant une certaine autonomie aux provinces qui jouissaient de droits civiques tout en étant sous la domination de Rome. La prospérité économique de cette période est une autre caractéristique marquante de la Pax Romana. Grâce à la paix, le commerce et les échanges se sont développés à travers l'Empire, facilitant les relations commerciales entre Rome, ses provinces et ses voisins. Les routes romaines, en particulier le réseau de routes impériales, ont permis des déplacements et des échanges plus rapides et plus sûrs. Les monnaies romaines circulaient largement, et des réformes fiscales ont contribué à la consolidation de la richesse de l'Empire. Les réalisations sociales sont également un élément clé de cette époque. Avec la paix, les infrastructures ont été renforcées, les villes se sont étendues et se sont modernisées. La vie des citoyens romains s'est améliorée, notamment grâce à l'extension des droits civiques, à l'amélioration de la qualité de vie urbaine et au développement des arts et de la culture. Empereurs notables: Trajan, Hadrien, Marc Aurèle. Trajan, de 98 à 117 après Jésus-Christ. Trajan est souvent considéré comme l'un des plus grands empereurs romains, et son règne, de 98 à 117 après Jésus-Christ, marque l'aboutissement de la Pax Romana.
Sous son commandement, l'Empire romain a connu son extension maximale, atteignant des frontières qui s'étendèrent de la Grande-Bretagne au Jourdain et du Danube aux Syriens. Sa politique militaire a été marquée par une série de conquêtes victorieuses, notamment en Dacie, l'actuelle Roumanie, où il mena une campagne brillante qui apporta à Rome des richesses considérables. Les guerres daciques de Trajan, de 101 à 106 après Jésus-Christ, ont été particulièrement décisives. En remportant ces victoires, Trajan a non seulement consolidé la domination de Rome sur cette région stratégique, mais a aussi assuré une richesse considérable grâce à l'exploitation des ressources minières locales. Le Colonne Trajan, une œuvre monumentale située à Rome, commémore ses victoires militaires. Cette colonne, décorée de bas-reliefs détaillant les événements de la guerre, reste l'un des symboles les plus durables de l'art et de l'architecture romain. Mais Trajan n'était pas seulement un grand militaire. Il a également mis en œuvre des réformes sociales et administratives importantes. Par exemple, il a renforcé le système des alimentations, un programme qui aidait à nourrir les enfants pauvres dans les provinces. Ce programme a contribué à renforcer la loyauté envers l'État romain et a permis de réduire les tensions sociales. Hadrien, qui a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ, est une figure complexe ayant succédé à Trajan. Son règne se distingue par une approche plus diplomatique de la gestion de l'Empire. Alors que Trajan a étendu l'Empire à son apogée territorial, Hadrien a opté pour une politique de consolidation et de défense des frontières. Il a notamment renoncé à certaines régions conquises par Trajan, préférant renforcer les frontières de l'Empire plutôt que de poursuivre une expansion coûteuse. Le plus célèbre de ces projets de défense est le mur d'Hadrien, une fortification massive construite dans le nord de l'Angleterre pour protéger l'Empire des incursions des tribus barbares. Ce mur reste l'une des structures les plus impressionnantes du monde romain et témoigne de la volonté d'Hadrien de préserver la stabilité interne de l'Empire, plutôt que de chercher à l'étendre indéfiniment. Hadrien est également connu pour sa réforme administrative. Il a pris des mesures pour renforcer le contrôle impérial sur les provinces tout en accordant plus de liberté aux gouverneurs locaux. Il a également soutenu les arts et la culture, et son amour de la philosophie et de l'architecture a marqué l'Empire. Le Panthéon de Rome, un temple dédié à tous les dieux que Hadrien a fait reconstruire, est l'un des bâtiments les mieux préservés de l'Empire romain. Marc Aurèle, empereur de 161 à 180 après Jésus-Christ, est une autre figure emblématique de l'âge d'or de Rome. Connu comme le philosophe empereur, il est célèbre pour sa sagesse et sa gestion pacifique de l'Empire, bien qu'il ait dû faire face à de nombreuses crises pendant son règne. Marc Aurèle est l'auteur des Pensées pour moi-même, un recueil de méditations stoïciennes qui continue d'influencer la philosophie occidentale. Ses réflexions sur la nature de l'existence et sur la manière de gouverner avec vertu sont devenues des lectures essentielles pour ceux qui s'intéressent à la pensée morale. Sur le plan militaire, Marc Aurèle a dû faire face à des menaces barbares sur les frontières de l'Empire, notamment les Germains et les Parthes. Les guerres marcomanes, menées pendant une grande partie de son règne, ont été parmi les plus difficiles pour l'Empire romain. Malgré cela, Marc Aurèle a réussi à maintenir l'intégrité de l'Empire, et ses succès sur le terrain ont permis de préserver l'ordre dans le monde romain. Cependant, son règne est également marqué par une profonde crise sociale et économique, exacerbée par des guerres constantes et des épidémies. La fin de son règne et la montée en puissance de son fils, Commode, annoncent une période de déclin pour l'Empire. Réalisation architecturale, le Colisée, les aqueducs. L'architecture romaine a atteint des sommets durant l'âge d'or de l'Empire. Certaines des réalisations les plus emblématiques de Rome, qui continuent d'impressionner le monde moderne, datent de cette époque. Le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, est sans doute l'un des monuments les plus célèbres de l'Empire romain. Construit sous l'empereur Vespasien, 69 APJ-C, et achevé par son fils Titus, 79-81 APJ-GC, le Colisée est un symbole de la grandeur de Rome. Il pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs, qui venaient assister à des spectacles sanglants tels que des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux sauvages et des simulations de batailles navales. Cet amphithéâtre n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi un outil de propagande impériale, permettant à l'empereur de montrer sa générosité en organisant des jeux et des spectacles gratuits pour le peuple. Le Colisée illustre l'importance de l'architecture dans la politique romaine, en tant que moyen de renforcer l'autorité impériale, tout en divertissant et en maintenant la loyauté de la population. Les aqueducs.
Les aqueducs sont l'une des réalisations les plus remarquables de la Rome antique. Ils ont permis à Rome, ainsi qu'à d'autres villes impériales, d'avoir un approvisionnement en eau fiable et constant, soutenant la croissance démographique et l'expansion urbaine. Le plus grand exemple de l'ingénierie romaine, dans ce domaine, est l'aqueduc de l'Aqua Appia, construit en 312 av. J.C. Mais la majorité des aqueducs les plus célèbres ont été construits pendant l'âge d'or sous les empereurs de la Pax Romana. Les aqueducs romains sont considérés comme un exploit technique majeur. Ces structures, souvent longues de plusieurs dizaines de kilomètres, acheminaient l'eau potable depuis les montagnes jusqu'aux grandes villes, alimentant les fontaines publiques, les bains publics et même les maisons privées des citoyens riches. Leur construction nécessitait des connaissances avancées en génie civil, et l'entretien de ces aqueducs était essentiel à la survie des villes de l'Empire. Les aqueducs illustrent la sophistication de la société romaine qui était capable de résoudre des problèmes techniques complexes pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Chapitre 5. Le déclin et la chute. Le déclin et la chute de l'Empire romain est un processus complexe qui s'est déroulé sur plusieurs siècles, marqué par une série de crises internes et de pressions extérieures. Bien que l'Empire romain ait connu un âge d'or sous les règnes de la Pax Romana, le déclin a commencé bien avant la chute finale de l'Empire d'Occident, en 476 après Jésus-Christ. Ce chapitre se concentrera sur les principales causes du déclin de Rome, les crises internes, notamment la corruption et les luttes de pouvoir, ainsi que la pression croissante des invasions barbares, qui ont finalement mené à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Crises internes, corruption, lutte de pouvoir et instabilité politique. Le déclin de l'Empire romain a commencé par des crises internes qui ont fragilisé ses institutions, mis à mal son unité et réduit sa capacité à se défendre contre les menaces extérieures. Ces crises peuvent être regroupées en trois grandes catégories: la corruption au sein du gouvernement, les luttes de pouvoir internes et l'instabilité politique qui en a découlé. La corruption, un poison lent. Au fur et à mesure que l'Empire romain s'étendait, la gestion des vastes territoires devenait de plus en plus difficile. Un empire aussi étendu nécessitait une administration efficace et des ressources suffisantes pour maintenir son autorité. Or, l'une des premières causes du déclin fut la corruption généralisée parmi les fonctionnaires et les gouverneurs. La corruption affectait presque toutes les sphères du gouvernement romain. Les fonctionnaires, qu'ils soient administratifs, militaires ou civils, étaient souvent motivés par la recherche du profit personnel plutôt que par le bien-être de l'Empire. Le système fiscal romain, qui était essentiel pour financer l'armée et les infrastructures, fut particulièrement vulnérable à des abus. Les percepteurs d'impôts, souvent corrompus, siphonnaient des fonds, privant l'État des ressources nécessaires pour maintenir ses structures et ses armées. Cette corruption étouffa l'efficacité administrative et diminua la capacité de l'Empire à fonctionner de manière cohérente. Lutte de pouvoir et instabilité politique. Une autre caractéristique clé du déclin interne de Rome fut les luttes de pouvoir incessantes parmi l'élite dirigeante. Après l'assassinat de l'empereur Commode, en 192 après Jésus-Christ, une série de crises de succession éclata, marquée par l'instabilité, les conspirations et l'assassinat d'empereurs. Le système de succession impériale devint de plus en plus chaotique, avec des empereurs souvent élus par l'armée plutôt que par des processus institutionnels bien établis. Cette instabilité créa une atmosphère de violence politique et de divisions internes. L'absence de stabilité à la tête de l'Empire romain affaiblit ses institutions, et les luttes entre les généraux, les sénateurs et d'autres factions entraînèrent souvent des guerres civiles qui consumèrent des ressources précieuses et empêchèrent la mise en œuvre de politiques efficaces. Par exemple, les années 235 à 284 après Jésus-Christ, connues sous le nom de crise du IIIe siècle, furent marquées par une série de guerres civiles, d'invasions barbares et de rébellions qui faillirent détruire l'Empire. Ce fut une période où près de 20 empereurs se succédèrent, en l'espace de 50 ans, souvent en raison de coups d'État ou d'assassinats. Ces luttes internes, combinées à la corruption et à une gouvernance inefficace, permirent à l'Empire de se fragiliser, rendant plus difficile la gestion des menaces extérieures et l'entretien d'une cohésion interne. Pression extérieure. Les invasions barbares. L'autre facteur majeur qui contribua au déclin de l'Empire romain fut la pression extérieure exercée par les invasions barbares. Ces invasions commencèrent au IVe siècle après Jésus-Christ et s'intensifièrent au fil du temps, en particulier au Ve siècle. Les barbares désignent ici les peuples non romains vivant aux frontières de l'Empire,
tels que les Goths, les Vandales, les Huns et les Francs, qui finirent par attaquer, envahir et, dans certains cas, renverser les institutions romaines. Les premières invasions, les Goths et les Huns. Les premières grandes invasions barbares commencèrent au IVe siècle, avec les attaques des Goths. En 410 après Jésus-Christ, les Wisigoths sous le roi Alaric mirent à sac Rome. Bien que cet événement ne marqua pas la fin de l'Empire romain, il représenta un coup symbolique dévastateur pour l'État romain, qui avait toujours été perçu comme invincible. Cependant, la plus grande menace provenait des Huns, un peuple nomade d'Asie centrale dirigé par le redoutable Attila. Les Huns, en menaçant les frontières de l'Empire, précipitèrent une série de migrations massives de tribus barbares à travers les Balkans et l'Europe de l'Ouest. Attila et ses troupes lancèrent plusieurs invasions de l'Empire romain d'Occident, ravageant les provinces de la Gaule et de l'Italie, et dévastant tout sur leur passage. La chute de l'Empire romain d'Occident. Les invasions barbares, associées à des luttes internes de pouvoir, ont affaibli l'Empire à un point tel qu'il ne fut plus capable de se défendre contre les menaces extérieures. Au début du Ve siècle, l'Empire romain d'Occident était devenu une coquille fragile de ce qu'il avait été. L'armée romaine, autrefois l'une des plus redoutées au monde, n'était plus aussi puissante ni aussi disciplinée qu'auparavant. Les mercenaires barbares remplissèrent les rangs de l'armée romaine, mais leur loyauté envers Rome était souvent douteuse, et ils étaient plus enclins à se joindre à d'autres barbares que de défendre l'Empire. En 455 après Jésus-Christ, les Vandales, sous le commandement de Genséric, mirent à sac Rome une nouvelle fois. L'Empire, déjà fragilisé, était incapable d'offrir une résistance significative. La chute finale de l'Empire romain d'Occident intervint en 476 après Jésus-Christ, lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustulus, fut déposé par le chef barbare Odoacre, un chef de guerre hérule. Cette date, souvent citée comme celle de la fin de l'Empire romain d'Occident, marqua la fin de l'autorité impériale romaine sur l'Italie et le début du Moyen-Âge en Europe. Odoacre envoya les insignes impériaux à l'empereur romain d'Orient, signalant ainsi la fin de l'Empire romain d'Occident. La chute finale, 476 après Jésus-Christ. La déposition de Romulus Augustulus est souvent perçue comme la fin symbolique de l'Empire romain d'Occident. Toutefois, il convient de souligner que l'Empire romain d'Orient, également appelé l'Empire byzantin, continua d'exister pendant encore près de 1000 ans, jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. Néanmoins, la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ met fin à l'existence de l'Empire romain d'Occident et marque la fin de la domination romaine sur l'Occident européen. Les causes de cette chute sont multiples et combinent des facteurs internes et externes. L'incapacité de l'Empire à se défendre contre les invasions barbares, la corruption et la dégradation des institutions internes, ainsi que la fragmentation du pouvoir impérial. Ces éléments, qui avaient fragilisé l'Empire pendant des siècles, se sont finalement conjugués pour provoquer l'effondrement de Rome. Conclusion. L'Empire romain, malgré sa chute en 476 après Jésus-Christ, laisse un héritage profond et durable qui continue d'influencer notre monde aujourd'hui. L'Empire, dans toute sa grandeur et sa complexité, a forgé des institutions, des idées et des constructions qui sont encore au cœur de notre société moderne. Sa chute marque la fin d'une ère impériale, mais aussi le début d'une transition vers un monde dont les racines plongent dans la Rome antique. L'un des héritages les plus durables de Rome réside dans son système juridique. Le droit romain a posé les bases du droit moderne, non seulement dans le monde occidental, mais aussi dans de nombreuses autres civilisations. De nombreux principes du droit romain, comme la notion de propriété privée, les contrats et le droit à un procès équitable, se retrouvent dans les systèmes juridiques d'aujourd'hui. L'Empire romain a aussi laissé des réalisations architecturales monumentales dont l'impact se fait encore sentir. Le Colisée, les aqueducs, les routes et les thermes sont des témoignages de l'ingéniosité et de l'ambition romaine. Ces constructions ont non seulement amélioré la vie des Romains de leur époque, mais elles continuent d'inspirer des générations d'architectes et d'ingénieurs. L'Empire romain a également perfectionné l'art du bâtiment à une échelle jamais vue auparavant, en posant les bases de nombreuses structures modernes. Enfin, les langues romanes, issues du latin, sont parlées par des millions de personnes à travers le monde. L'italien, le français, l'espagnol, le portugais et le roumain sont des héritiers directs de la langue de Rome,
témoignant de la pérennité de son influence. L'histoire de Rome nous rappelle à quel point les civilisations, aussi grandes soient-elles, peuvent être fragiles. L'Empire romain, fort de ses vastes territoires et de ses avancées culturelles et politiques, a fini par se fragmenter et s'effondrer sous la pression de multiples facteurs internes et externes. Cette chute met en lumière la nature cyclique des civilisations, un équilibre précaire entre puissance et fragilité. Chaque époque, chaque empire porte en lui les germes de sa propre destruction. Merci d'avoir pris le temps de découvrir avec moi l'histoire fascinante de l'Empire romain, de ses origines mythologiques à sa chute. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis passionnés d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus captivants. À bientôt pour une nouvelle aventure historique.